On est tous à la recherche de la vérité. Bon, peut-être pas tous, mais il est parfois difficile de déterminer ce qui est vrai. Comment peut-on éviter la manipulation et bien comprendre les enjeux d'un débat? Qui croire et pourquoi? C'est ici que la culture scientifique entre en jeu. Elle peut nous servir de repère, notamment quand vient le temps de s'informer. La méthode scientifique nous aide à produire des connaissances. Et l'esprit critique est l'outil qui nous donne la capacité de les analyser. Mais on n'est pas obligé de porter un sarrau pour s'en servir. Au quotidien, l'esprit critique nous aide à moins nous tromper et à moins nous faire berner. Voici donc un guide pour aiguiser son esprit critique. Commençons par la base. Comment différencier le fait de l'opinion? Le fait est vrai et peut être vérifié, prouvé. Le fait est fondamental à l'information. C'est un concept régulateur qui nous permet de constater des choses collectivement. Si on dit « cette phrase contient des mots », ça peut être vérifié, prouvé. Collectivement, on peut s'entendre là-dessus. Si on dit « cette phrase est la plus belle phrase de tous les temps », est-ce que ça peut être vérifié, prouvé? Non. Une opinion est un point de vue qui est propre à celui ou celle qui l'exprime. C'est une perception qui peut varier d'une personne à l'autre. Et même si beaucoup de gens partagent une opinion, elle ne peut pas être prouvée. Ça peut paraître évident, mais quand on s'attaque à des questions sérieuses, ça se complique rapidement. Surtout parce qu'en information, il existe plusieurs types de contenus et qu'il n'est pas toujours facile de les identifier. Prenons l'exemple d'une information publiée dans un journal ou sur son site Web. Est-ce un fait? Est-ce une opinion? Pour le savoir, il faut d'abord identifier la section de la publication dans laquelle l'information a été publiée. Il faut aussi savoir qui en est l'auteur. Le reporter utilise les faits comme matière brute. Il les rapporte sans les transformer, de la manière la plus neutre et la plus objective possible. Lorsqu'il rapporte des opinions, ce sont celles des gens qu'il a interviewés, pas les siennes. Il vise alors un équilibre entre les différents points de vue. Le chroniqueur utilise plutôt un regard subjectif. Il parle au « je » et signe des textes qui expriment son opinion personnelle. L'éditorialiste utilise aussi un regard subjectif. Il écrit des textes qui illustrent le point de vue des propriétaires de la publication pour laquelle il écrit. Et le blogueur ou le commentateur sur les réseaux sociaux? Vous l'aurez deviné, ils partagent leur opinion. Sur Internet, l'opinion est partout. Prendre en considération la nature d'une information nous aide à la mettre en perspective pour mieux l'analyser. Parlons maintenant des obstacles qui se placent entre nous et notre recherche de la vérité. À commencer par notre propre cerveau. On y retrouve des obstacles qu'on appelle les biais cognitifs. Ce sont des mécanismes de pensée trompeurs qui altèrent notre jugement. Et il y en a de toutes sortes. Regardez ces deux lignes. Laquelle est la plus longue? Si vous avez répondu celle du dessous, vous n'êtes pas seul. Mais c'est faux. Il s'agit d'une illusion d'optique. Ces deux lignes sont de la même longueur. Nos sens peuvent nous tromper, et il faut donc apprendre à s'en méfier. Le biais cognitif qui explique ce phénomène, c'est le réalisme naïf. Il est inné chez l'être humain et il nous porte à croire que nos sens perçoivent le monde tel qu'il est. Il faut donc tenter de l'éliminer et admettre qu'il est possible que nos sens nous induisent en erreur. Un autre biais cognitif qui joue contre nous, c'est le biais de confirmation. Voici une situation courante. Vous jasez entre amis, il y a un désaccord. Vous pensez avoir raison, vous faites une recherche sur Google et boum, vous trouvez un élément de preuve irréfutable. Vous éprouvez une immense satisfaction. Ce sentiment, c'est votre cerveau qui produit de la dopamine parce qu'il vient de recevoir une information qui concorde avec ce qu'il pense déjà. Par exemple, si vous croyez au monstre du Loch Ness, vous trouverez des sources qui valident votre croyance et vous ferez abstraction des sources qui nient son existence. Le biais de confirmation, c'est cette tendance à privilégier ce qu'on croit déjà et à accorder moins d'importance aux preuves qui vont à l'encontre de nos croyances et opinions. Ce n'est pas une illusion d'optique, c'est une illusion d'objectivité. Pour déjouer nos biais cognitifs, il faut faire preuve d'humilité intellectuelle en s'habituant à changer d'avis lorsque de nouvelles informations pertinentes se présentent à nous. Pas facile à une époque où les algorithmes font partie du quotidien. Prenez le téléphone d'un ami, parcourez Facebook, Instagram, recherchez une information sur Google. Il est fort probable que vous ne voyez pas les mêmes choses que sur votre propre téléphone. Imaginez maintenant ce que vous verriez sur le téléphone de votre cousine anarchiste ou de votre beau-frère courtier à la bourse. Ce serait différent. Parce qu'Internet nous offre une réalité sur mesure. Les géants de l'Internet utilisent des algorithmes qui font en sorte que chaque utilisateur a accès à une version personnalisée de leur plateforme.
ces algorithmes renforcent notre biais de confirmation en nous offrant du contenu qui correspond à ce qu'on croit déjà et en nous faisant interagir presque uniquement avec des gens qui pensent comme nous. Ce phénomène nous place dans un état d'isolement intellectuel et culturel, dans des bulles. Les grandes compagnies du Web ont avantage à opérer ainsi. Moins on est confronté à des choses avec lesquelles on est en désaccord, plus on passe de temps sur ces plateformes, et plus ces compagnies font des revenus publicitaires. D'ailleurs, tout le temps passé en ligne peut nous submerger d'informations. Avec l'information présentée en continu et l'omniprésence des réseaux sociaux, on est soumis à un flot constant de nouvelles. Tellement qu'on ne peut pas traiter toute cette information sans se nuire à soi-même. Pour remédier à la situation, il faut appuyer sur pause et prendre son temps. Au lieu de s'informer en superficie sur une grande quantité de sujets, pourquoi ne pas fouiller quelques sujets en profondeur? Faire preuve d'esprit critique, c'est aller au-delà des grands titres pour comprendre un sujet dans toute sa complexité. À l'ère du numérique, les campagnes de désinformation sont d'une efficacité redoutable. Cette forme de propagande a pour objectif d'influer sur l'opinion publique en faisant circuler volontairement des informations partiellement ou totalement fausses. Des gens mal intentionnés peuvent prendre nos données personnelles et dresser des profils psychologiques, par exemple des lecteurs, à cibler avec de la désinformation. Dans le cas de l'affaire Facebook Cambridge Analytica, les données de millions d'utilisateurs Facebook ont été volées et utilisées de façon malveillante. Voici un extrait d'une entrevue avec Christopher Wylie, le dénonciateur qui a mis au jour le scandale. We would know what kinds of messaging you would be susceptible to, including the framing of it, the topics, the contents, the tone, whether it's scary or not, that kind of thing. So what you would be susceptible to and where you're going to consume that. And then how many times do we need to touch you with that in order to change how you think about something? Sachant que nous ne sommes pas à l'abri de ce type de ruse, nous devons rester sceptiques. Pour nous aider à bien nous informer, on a fait appel à Eve Baudin, Matthew Johnson et Marie Lambert-Chan. 3 experts qui ont eu la générosité de nous partager quelques conseils. La première chose qu'on peut faire, là, c'est vraiment de cliquer, lire et visionner les publications ou les vidéos au complet. Ça, c'est super important. La recherche a démontré que 60% des contenus qui sont partagés en ligne n'ont même pas été lus au complet ou visionnés au complet. En cliquant, en lisant et en visionnant, l'autre avantage que ça a, c'est que ça nous permet de sortir de notre fil de médias sociaux pour se rendre sur le site qui a publié l'information. C'est là où on pourra avoir des indices de la fiabilité des informations qui sont publiées. Et en lisant au complet, bien, on va pouvoir s'attarder à l'écriture et voir si on nous donne des informations, des détails, des faits. Une des particularités des fausses nouvelles, c'est qu'elles sont souvent très floues. On ne sait pas qui a publié l'information, on ne sait pas qui a dit quoi, quelle université a publié quoi. Bref, quand il n'y a pas assez de détails, quand il n'y a pas assez d'informations, on devrait se méfier. Use fact-checking tools like Snopes or other resources that allow you to find out whether someone else, a professional, has already debunked something. Find the source where the information is coming from so that you know whether or not it's trustworthy. If it's a source you're not familiar with, you need to verify the source to find out whether or not it has a good reputation and a track record for accuracy. And finally, we can check other sources to get important context about a story, to find out whether other news sources are reporting basically the same details about a story, or to find out what the consensus is among experts in that field. Est-ce qu'on vous rapporte une seule étude? Si c'est ça, bien, rappelez-vous que ce n'est qu'une seule étude. Il en faut plusieurs pour vraiment tirer des constats d'un phénomène en particulier. Si vous décidez de consulter l'étude en elle-même, est-ce qu'on parle d'un seul auteur ou de plusieurs auteurs? Avec plusieurs auteurs, vous avez davantage de crédibilité. Est-ce que vous pouvez aller dans la section méthodologie et voir, surtout dans des études en sciences biomédicales, combien il y a de participants à l'étude? S'il y en a moins de 100, posez-vous des questions. Vous pouvez également regarder la section déclaration d'intérêt. Les scientifiques doivent déclarer qui finance leur étude. Est-ce qu'il y a des intérêts privés? Ça ne veut pas dire que c'est forcément mauvais, mais ça peut vous donner des indications de ce qui a peut-être pu influencer le résultat. On est dans un monde d'instantanéité. On est dans un monde où on veut des certitudes. Je pense que d'avoir du recul et d'apprivoiser l'incertitude pourrait peut-être nous aider à faire preuve plus de compassion puis de bienveillance les uns envers les autres et envers le fait
On ne sait pas. On ne sait pas tout le temps. Récapitulons. Aiguiser son esprit critique, c'est être en mesure de différencier le fait de l'opinion, contourner les obstacles qui se placent entre nous et notre recherche de la vérité, s'assurer que l'information qu'on lit ou entend est fiable. L'esprit critique est une attitude qu'on adopte, une forme d'équilibre entre l'ouverture d'esprit et le scepticisme. Terminons en vous rappelant les bons conseils de Carl Sagan, le meilleur vulgarisateur scientifique de tous les temps. Science is more than a body of knowledge. It's a way of thinking, a way of skeptically interrogating the universe with a fine understanding of human fallibility. If we are not able to ask skeptical questions, to interrogate those who tell us that something is true, to be skeptical of those in authority, then we're up for grabs for the next charlatan, political or religious, who comes ambling along.